Bonjour. Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines et candidat à la primaire de la droite et du centre. Il se présente à ce scrutin en tant que président du Parti chrétien-démocrate. Et à ce titre, il a pu se qualifier sans avoir eu à faire la course au parrainage. Dans cette primaire, il est le 7e homme, l'inconnu du grand public, et fait figure d'outsider. Et il y a toujours des surprises en politique. Et vous avez vu les derniers sondages qui disent que les Français attendent quelqu'un de nouveau. Il va peut-être y avoir une surprise, on ne sait pas laquelle, mais on se raccroche à une surprise. Je souhaite que M. Poisson soit une surprise. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de montrer un projet. Et puis on avance, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, vous savez, la politique et la mise en place d'un projet. Ancien directeur de cabinet de Christine Boutin, Jean-Frédéric Poisson s'est fait connaître pour sa ferme opposition au mariage pour tous. Il se prononce toujours pour l'abrogation pure et simple de la loi Taubira. Il affiche également sa singularité en matière de politique étrangère. Le député soutient l'intervention russe en Syrie et a fait plusieurs fois le voyage à Damas pour rencontrer Bachar el-Assad. La dernière fois, en octobre 2015. Mesdames et messieurs, le défi pour Jean-Frédéric Poisson, faire entendre sa voix et exister médiatiquement dans une primaire polarisée par le duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en Merci direct sur LCI. On va commencer par ce qui a fait l'actualité du week-end, en l'occurrence les propos du pape suggérant que l'enseignement de la théorie du genre était fait aujourd'hui objectivement dans nos écoles de la République. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le pape a été, comment dirais-je, un peu rapide dans l'expression de sa pensée, hein? Non, je prends des pincettes. Oui, je vous en remercie pour lui. Non, je ne crois pas qu'il ait été rapide, parce que il y a deux questions au fond. La première question, si vous examinez les manuels scolaires, vous ne trouverez pas directement dans les manuels scolaires, c'est ce que disent un certain nombre de vos journalistes en tout cas. Mais merci de le dire. Vous ne trouverez pas dans les manuels scolaires en tant que tels des incitations à la transsexualité, au transgenre, etc. Cela étant dit, vous trouvez dans la publicité que fait l'Éducation nationale pour un certain nombre d'ouvrages, des ouvrages qui font explicitement référence au fait de changer de sexe, par exemple, Papa porte une robe, ou bien Mon frère, ma princesse, ou d'autres ouvrages comme ça dans lesquels il est explicitement indiqué que la nature peut se tromper dans le sexe qu'elle donne aux enfants et que donc, de ce fait, les enfants ont le droit d'en changer. Ça existe. Alors, ce qui est juste, c'est que ces ouvrages ont été référencés, que ça a fait l'objet de critiques extrêmement importantes de la ministre elle-même. Mais c'est quand même très important que vous disiez ce soir à ceux qui peuvent être tentés de voter pour vous à la primaire de la droite et du centre, en fait, tout simplement, que le pape a été... Non, parce que malgré tout, c'est pas parce que c'est pas dans les manuels scolaires que pour autant, il n'y a pas derrière tout ça une intention qui est tout de même assez pernicieuse, qui consiste à dire, à partir du moment où les rôles sociaux sont équivalents, peuvent être interchangeables, ce à quoi je veux bien croire, on peut alors glisser vers une interchangeabilité de sa propre identité sexuelle. C'est ça qui est en train d'être préparé dans les choses qui sont poussées par Madame le ministre de l'Éducation nationale. Je vais y revenir. Sur le fond, est-ce que c'est le rôle du pape François, je dirais, de se mêler de nos manuels scolaires dans l'école de la République, hein? Les mêmes considèrent que c'est très bien lorsque le pape François se mêle de la question des migrants, c'est-à-dire quand ça les arrange. Donc laissons le pape porter l'appréciation qu'il estime être de son devoir sur un certain nombre de réalités sociales importantes. Je ne suis pas choqué par ça. Il est dans son rôle de chef de l'Église. Vous nous dites le pape fait le pape. Le pape fait le métier du pape, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je reste là-dessus. De fait, il n'y a aucune incitation de ce type dans les manuels scolaires. Vous l'avez reconnu très volontiers en début d'entretien. En revanche, le pape exprimait peut-être ce que je qualifierais d'une angoisse de certains chrétiens sur ces questions. Est-ce que vous présenteriez les choses comme ça? Absolument. Mais est-ce que vous ne cultivez pas une angoisse sur des choses qui en fait n'existent pas? Non, parce que par ailleurs, j'entends Madame Vallaud-Belkacem l'a répété ce matin, ou sans doute l'a fait parce que je ne l'ai pas entendu directement, mais elle le dit d'habitude. La théorie du genre n'existe pas. Il suffit que vous rentriez chez vous, Monsieur Callic, que vous cherchiez sur le moteur de recherche Quant, qui est un moteur de recherche français que vous connaissez sûrement. Oui. Théorie du genre, ou bien en anglais gender theory, et vous allez immédiatement tomber sur des pages entières de littérature sur cette question. Donc la théorie du genre existe, elle sous-tend, c'est la vérité, et ça justifie l'admonestation ou l'alerte du pape sur le sujet. Un certain nombre de pédagogies qui sont véhiculées soit par l'Éducation nationale, soit par les syndicats d'enseignants. Je vous renvoie à un manuel de formation d'enseignants édité par le SNI-UPP il y a quelques années maintenant, c'était je crois il y a 3 ans. Donc tout ça existe dans le milieu d'éducation nationale. Heureusement, et ça prouve qu'on a raison de faire confiance encore aux enseignants de notre pays, les formations sur cette fameuse
identité de genre ou études de genre au sein de l'éducation nationale pour les enseignants rencontre assez peu de succès. C'est ça la bonne nouvelle de la journée. Mais vous pensez sérieusement que Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, serait dans une forme de campagne où elle soutient la théorie du genre sans le dire? Oui, je pense, oui. Oui, clairement, ça fait partie de son univers intellectuel et je pense de ses convictions personnelles. Et vous trouvez ça dangereux? Ah, bien sûr, oui. Ah, mais moi, je le trouve très dangereux. Elle le conteste en permanence. Elle dit qu'elle n'a jamais été engagée dans cette campagne-là. Certainement, mais beaucoup de ministres de gauche contestent le fait qu'ils aient soutenu la gestation pour autrui, alors qu'ils l'ont fait. Enfin, vous savez, il y a des choses qui ne sont pas faciles à défendre dans l'espace public et les gens qui changent un peu de position ou d'avis oublient qu'ils les ont soutenus quelque temps auparavant. D'une certaine façon, pardonnez-moi, vous pensez qu'elle est en train d'ouvrir un débat avec le pape? Non. Elle a eu, des propos très fermes a posteriori. Le pape n'a pas besoin de Mme Vallaud-Belkacem pour penser, Dieu merci, si je puis dire. En revanche, il est dangereux de faire miroiter l'idée aux enfants dans leur classe, d'une manière ou d'une autre, même si ça se fait de manière, encore une fois, moins directe que cela, cette idée qui traverse le corps social, selon laquelle la nature ne fait pas bien les choses, donc on a le droit de changer tout, et qu'il n'y aurait pas de limite à la volonté de l'individu humain. C'est ça le problème. Et ça pose un problème. Et d'ailleurs, quand je regarde la manière dont la gauche évolue sur le plan idéologique, ce triomphe de l'individu sur le collectif est sans doute le drame qui divise la gauche aujourd'hui. Est-ce que vous ne faites pas un glissement? Parce qu'en fait, quand on regarde notamment les manuels scolaires, et ce que, en tout cas, affirme la ministre de l'Éducation nationale, c'est de dire qu'on a, je ne sais pas s'il faut dire corriger, mais fait évoluer nos manuels vers tout simplement un souci très simple qui est celui de l'équilibre entre l'homme et la femme, de l'égalité entre l'homme et la femme. Ah mais ça, vous ne la contestez pas? Bien sûr que non. L'égalité homme-femme ne me gêne pas. Je suis un des plus fervents supporters de l'équipe féminine de rugby nationale, de l'équipe de football. Je reconnais bien volontiers qu'il faille des femmes ingénieurs, médecins et tous les métiers que vous voulez, toutes les fonctions sociales que vous voulez. Ça pose aucun problème à personne, enfin il me semble. Maintenant, aller jusqu'à dire sur le plan psychologique, dans la relation éducative ou dans la relation affective, les hommes et les femmes soient interchangeables, ou qu'on puisse changer de sexe parce que mon genre ne serait pas mon sexe, comme dit là encore un film qui a été sponsorisé et soutenu par l'Éducation nationale. Tout ça me paraît en revanche très exagéré, sinon complètement impensable en réalité, et nocif pour les enfants. Et vous pensez vous aussi qu'il faut combattre les préjugés, quels qu'ils soient? Oui, mais bien sûr, je n'ai aucun problème avec ça, sinon je ne serais pas en politique. Alors, on va maintenant voir où est votre position dans le sondage de la primaire de la droite et du centre en ce moment. Pour dire les choses simplement, c'est pas très brillant. Ça bouge peu et on se dit, mais franchement, Jean-Frédéric Poisson, il aurait peut-être bien fait de... Alors, je rappelle, voilà, 39 Juppé, 33 Sarkozy, 13 Le Maire, ensuite Fillon était aux alentours de 10, Nathalie Kosciusko-Morizet, 4%, et vous êtes au même niveau que Jean-François Copé. Oui. Ça vous donne pas envie de baisser les bras? Non, pourquoi ? On est à 7 semaines de l'élection. La campagne vient juste de démarrer. Tout le monde me dit, vous êtes l'inconnu de la primaire. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça aussi que vous m'invitez. C'est pour que les Français fassent connaissance avec moi. Donc, merci de le faire. Et puis, vous savez, il ne faut pas se fier, je pense, à cette photographie instantanée. Tout le monde dit ça de tous les sondages. Donc, allons-y. Je vous remercie d'être lucide. Oui. Non, mais voilà. Très bien. Ça fait gagner du temps. Je vois beaucoup de gens dans mes réunions publiques. Il y avait encore 250 personnes à Angers mercredi soir. Je vois des sollicitations médiatiques qui se renforcent. Effectivement, les médias nationaux, qu'ils soient audiovisuels ou écrits, s'intéressent de plus en plus à ma candidature. Donc le score évoluera. Et de toute façon, ce scrutin est illisible. Au moment où nous parlons. Est-ce que c'est une candidature de forme, ce qui n'empêche pas que ça puisse être une candidature de conviction? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous dites, finalement, j'utilise cette primaire de la droite du centre, qui est ma famille politique au sens le plus large du terme, pour me faire entendre, parce que c'est le meilleur moyen pour moi en ce moment d'aller à la rencontre des Français. Oui, mais évidemment, je ne serai sans doute pas présent au second tour. Voilà. Ça n'est pas que ça, parce que ma conviction, c'est que les familles politiques de la droite et du centre encourent un assez grand danger, qui consisterait à ce que nous gagnions les échéances de 2017 et que nous ne nous en servions pas pour réformer la France en profondeur, comme ça a pu se passer d'ailleurs un certain nombre de fois après les élections présidentielles et législatives précédentes. Tout l'enjeu, c'est de redresser notre pays. Redresser notre pays, ça veut dire changer radicalement de point de vue sur un certain nombre de sujets sur lesquels jusqu'ici la droite et le centre ont été soit paresseux, soit oublieux de leurs propres racines. Et je suis là pour leur dire, si vous oubliez à nouveau ce dont vous venez, les choses que vous devez défendre, ce qu'attendent les Français de nous, eh bien, on gagnera peut-être les élections. Mais nous n'en ferons rien. Et ma candidature sert à rappeler un certain nombre de ces évidences pour faire en sorte que le champion qui sortira des élections primaires puisse intégrer ça le plus possible dans son projet. Il ne vous a pas échappé que c'est en gros ce que nous disent tous les candidats à la primaire en ce moment? Non.
ça n'est pas ce que vous disent les candidats primaires. Ils vous disent tous, de toute façon, je vais gagner, c'est moi le meilleur, et en voiture Sivonne, comme disait mon grand-père autrefois. Ils vous disent pas tous tout à fait ça. Ils ne vous disent pas que la France a besoin d'une vision, ils ne vous disent pas qu'il y a des changements radicaux pas dans la gestion de l'État, dans la manière dont on voit la France se projeter dans l'avenir. Et puis, à la différence du travail que j'ai réalisé avec mes équipes et mes amis, ils vous proposent des catalogues de mesures très très fournis, parfois interminables, alors que j'essaie de me concentrer sur ce sans quoi les réformes ne sont pas possibles, des principes, des choses qui sont fondamentales. Ça, c'est, je crois... Vous voulez dire comment on peut faire bouger la Maison France ? Comment on peut faire bouger la Maison France ? C'est-à-dire, pas d'abord en la gérant mieux, ce qu'il faudrait évidemment faire, mais par exemple, vous étiez en train de débattre tout à l'heure avec vos invités sur la question de l'utilisation par le président Hollande des moyens de l'Élysée pour faire campagne. Oui. Bien. Il va se présenter à la primaire de la gauche, le président Hollande, certainement. C'est un affaiblissement sans précédent de la fonction présidentielle. Ça n'est pas le premier qui l'aura affaibli, mais là, pour le coup, nous avons une forme de délitement de cette fonction. Et puis la question de l'utilisation des moyens, tout ça serait rétabli si jamais on réinstallait ce qui est une de mes propositions, un septennat unique, c'est-à-dire un président élu pour 7 ans parce qu'il faut du temps, et pour un seul mandat parce que ça éviterait tout un tas de questions, dont celle-là. Ça n'a rien de déplaisant, mais il est légitime que je vous pose la question. Si vous n'êtes pas, ce qui est pour l'instant le plus probable, présent au second tour de la primaire de la... Pour l'instant, vous avez raison, monsieur. Voilà, je le dis, j'essaie de le dire avec courtoisie. Est-ce que vous ferez savoir qui vous soutenez et est-ce que vous serez aux côtés de celui qui sera définitivement... non seulement... Il y a 2 temps, hein, c'est soutenir celui qui est présent au second temps, au second tour, et ensuite appuyer le candidat définitif de la droite et du centre. J'ai signé la charte de la primaire, dans laquelle il est écrit que ceux qui n'ont pas gagné soutiendront le vainqueur. Je le ferai car j'ai l'habitude d'honorer ma signature et ma parole. Et sans état d'âme. Et sans état d'âme, parce que je pense que nous sommes les seuls en situation de réformer notre pays à partir de 2017, moyennant ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Maintenant, je n'ai pas pris l'engagement de soutenir un candidat au second tour de la primaire. Oui. Et donc, le soir du premier tour, si jamais je n'étais pas finaliste, je vous remercie d'avoir formulé cette hypothèse, je solliciterai chacun des 2 candidats sur un certain nombre de points de mon projet que je considère être les plus saillants. Je leur demanderai ce qu'ils comptent en faire et en fonction des réponses qui me seront apportées, je soutiendrai un des 2 ou pas de candidat. Ma liberté est là et je suis un homme libre et je le resterai. Donc en gros, vous les questionnerez et c'est en fonction de leur réponse que vous apporterez votre soutien. Et je publierai le questionnement, je publierai les réponses et je publierai mon soutien. Donc c'est votre 3e tour de primaire à vous ? Oui, si vous voulez, je ne sais pas si c'est un 3e tour de primaire, c'est surtout la volonté de faire en sorte que tous ceux qui m'auront fait confiance soient pris en compte, ou du moins qu'ils comprennent la manière dont ils pourraient être pris en compte par celui des 2 qui sortira de l'élection primaire. En quelques mots, il y a 2-3 éléments de votre programme que j'aimerais que nous discutions ensemble. Alors je disais au tout début de cette émission que vous étiez le seul candidat à la primaire de la droite et du centre à avoir travailler dans une entreprise privée, donc à connaître cet univers. Je pense en tout cas qu'on doit le faire remarquer. Et que vous étiez aussi le seul à vouloir supprimer le ministère de la Culture. Oui. J'en suis encore, je vous avoue, stupéfait. Mais expliquez-moi pourquoi, Jean-Frédéric Poisson. Mais parce que ça ne sert à rien. Autant je crois nécessaire que l'État assure la maintenance, l'entretien des éléments principaux de notre patrimoine national, parce que lui seul peut le faire. Autant nous n'avons pas besoin de l'État central, je parle de l'État central, d'un ministère qui oriente les politiques culturelles dans un sens qui est complètement délirant. Et je vous passe le catalogue d'œuvres d'art je mets des guillemets, absolument absurdes, subventionnées par le ministère. Je vous passe les coteries dans lesquelles on attribue soit les projets, soit les subventions, soit on recrute les gens. Donc nous n'avons plus besoin de ministère de la Culture. Non, mais la culture, ça n'est que du patrimoine alors. Non. Non. Ces belles églises qu'ont fait la France, ce que personne ne contestera, mais on ne peut pas en rester à ça. Non, mais il y a d'ailleurs beaucoup d'autres choses aussi que des églises. Monsieur Calvi, il y a plein de monuments en France qui méritent d'être soutenus par l'État. Les collectivités locales, avec le soutien du mécénat, avec le soutien des acteurs locaux, sont parfaitement en capacité d'assumer elles-mêmes la charge qui relève de l'enseignement de la culture, de sa diffusion, de sa promotion et de la création artistique. Quelle est votre position sur l'accueil des migrants aujourd'hui ? Je pense qu'on ment aux migrants lorsqu'on leur dit qu'ils ont un avenir durable en France. J'ai été frappé en visitant beaucoup de camps de réfugiés autour du bassin méditerranéen de voir que leurs conditions de vie dans les camps de réfugiés en Libye, en Syrie, au Liban ou ailleurs étaient finalement beaucoup moins mauvaises. Je ne veux pas dire meilleures, mais beaucoup moins mauvaises que ce qu'on leur propose quand ils sont à Calais, que j'ai visité au début de l'année, ou sous le métro parisien. En revanche, on doit les accueillir, c'est ça le sens de ma quand question. ils sont ici, on doit les traiter de la manière la plus digne qui soit,
comme si c'était nous. Je n'ai pas d'inquiétude ni de réserve sur ce sujet. Dans le reportage que l'on voyait pour vous présenter, on se rendait compte qu'il y avait chez vous ce que je qualifierais de tentation de Damas, voire peut-être aussi une sorte de fascination de Bachar el-Assad. Aucune fascination, non, aucune. C'est de la réelle politique, je veux dire par là. La France n'a pas intérêt à ce qu'un régime sunnite radical s'installe à Damas. La seule manière de s'y opposer et d'empêcher que ça arrive est de faire en sorte que pour l'instant, Bachar el-Assad y reste. Voilà quelle est la raison de ce que je suis allé comprendre moi-même sur place plutôt que de lire depuis Paris des choses ou des dépêches de presse. Et en une phrase, les 300 000 morts n'ont pas d'importance ? Ah mais bien sûr qu'ils ont de l'importance. Et je suis le premier à dire, comme je l'ai dit bien des fois, si Bachar el-Assad doit être traduit dans les tribunaux internationaux, qu'il le soit. S'il doit être condamné, qu'il le soit. Et je vous redis, 300 000 morts, d'abord, ne sont pas tous les siens, je mets des guillemets. Et par ailleurs, les radicaux sunnites islamistes sont très, très actifs dans son pays. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. Merci à vous. Soir, en direct sur LCI. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, l'information continue se poursuit sur la chaîne Info. Et dans quelques instants, vous aurez rendez-vous avec le journal. Nous serons rediffusés, comme chaque soir, à partir de 22h. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.